Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement et aujourd'hui on parle de game design, plus précisément comment passer du prototype au jeu de société, car oui, il y a une différence. Dans notre précédente vidéo, on a vu comment passer de l'idée au prototype, et quand je dis prototype, nous avions ce que j'appellerais le tout premier prototype, un petit bout de feuille, et on était en train de tester. Notre objectif à la fin de cette vidéo, c'est de se retrouver avec un prototype qui est jouable, c'est ce que j'appellerais donc un jeu de société, car même s'il n'est pas édité, ce n'est pas pour autant qu'il ne peut pas être joué. Pour rappel, je parcours dans ces vidéos l'aventure Gobelins des Bois, mon premier jeu de société en tant qu'éditeur qui arrive très bientôt sur Ulule ou qui est même peut-être disponible quand vous regardez cette vidéo. Regardez les liens dans la description parce que je vais parcourir cette aventure autour de ce jeu, donc il y a quand même une certaine logique. Bon alors, du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? On a fait nos premiers tests, ça c'est hyper important, vous avez dû tester le jeu. Et souvent, personnellement, moi ce que j'ai fait dans cette aventure avec Gobelins des Bois, c'est que je teste par moi-même tout seul, je joue des cartes les unes sur les autres, j'imagine que je joue pour mon adversaire, vous êtes peut-être aussi tout à fait capable de le faire. En tout cas, c'est quelque chose qui m'arrive très souvent, c'est d'imaginer comment est-ce que va fonctionner un tour de jeu. Parce que c'est ça qui est très très important pour moi, pour que je puisse décider personnellement d'arriver à travailler sur un jeu, eh bien je vais me demander, ok, à quoi ressemblerait, dans mon idéal à l'heure actuelle du jeu, un tour de jeu. Ok, je joue une carte, je prends une carte, j'ai droit à 3 actions par tour. À vous de décider à quoi ressemblerait un tour de jeu. Pour moi, personnellement, ça c'est une des premières questions qui me permet de voir si, mécaniquement parlant, il y a quelque chose à développer. Deuxième chose importante à essayer de rapidement déceler, ce serait eh bien votre but de jeu. Moi personnellement, comme j'étais parti sur une idée d'un gobelin avec cette volonté de pouvoir voler de l'argent et partir sur l'histoire de Gobelins des Bois qui serait l'histoire autour de Robin des Bois justement, en tout cas des références à Robin des Bois, parce que j'avais envie pour cette gamme et pour ce jeu de développer une histoire, un jeu qui vous raconte une histoire, qui vous emmène dans un univers. J'ai décidé assez rapidement que le but du jeu ce serait d'accumuler le plus d'or possible à la fin de la partie. C'est pourquoi, très rapidement aussi j'en avais déjà parlé, dans le design des cartes, j'ai réfléchi à une manière de pouvoir compter ça super rapidement, et donc c'est pour ça qu'on est arrivé assez rapidement avec ces petites pièces d'or qui sont ici au centre. Bon, c'est bien beau, on a peut-être un but du jeu, on ne sait pas encore s'il est parfait. On a peut-être un tour de jeu, encore une fois, on ne sait pas si c'est parfait. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Va falloir tester. Et oui, les amis, le plus dur pour passer du prototype au jeu de société, ça va être toutes les phases de test. Les phases de test avec des amis, les phases de test avec des personnes que vous connaissez pas, les phases de test en ligne ou pas en ligne. À vous de décider un petit peu, mais il faut faire tester votre jeu. Osez faire tester votre jeu. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions en mode j'ai besoin de protéger mon jeu, j'ai peur un petit peu que mon jeu soit volé, etc. Arrêtez d'avoir peur là-dedans. Moi, je l'ai fait des milliers de fois, des tests dans plein de jeux différents. Je me suis jamais fait piquer mon idée de jeu de société. Donc si ça peut peut-être vous rassurer, osez faire tester votre jeu. Une des meilleures manières d'avoir de la paternité sur votre jeu de société, eh bien, ce sera justement de l'avoir partagé un maximum pour avoir eu non seulement des retours, ça c'est incroyable parce que vous avez énormément de retours, mais qui plus est, si jamais on imagine, je mets des énormes guillemets, qu'il y a quelqu'un, un éditeur ou quoi, qui venait à voler votre idée, vous pourriez prouver votre paternité du jeu en prouvant justement les tests que vous avez faits, les mails que vous avez envoyés, les vidéos que vous avez partagées en ligne. Donc en fait, il y a plusieurs manières un petit peu de pouvoir remontrer, mais en fait, ce jeu-là, c'est complètement ce que j'avais fait. C'est quasi jamais arrivé dans le monde du jeu de société, donc encore une fois, on est dans un milieu que je l'espère va rester comme ça, mais moi que je considère extrêmement bienveillant, extrêmement à partager, comme je le fais dans ces vidéos, cette volonté de partager des informations et partager cette aventure. Et donc pour moi, avec Gobelins des Bois, très rapidement, j'ai fait jouer les gens. Je faisais même en live les premiers tests et vous pouviez participer en live à des commentaires sur tiens, ce tour de jeu, comment est-ce qu'il pourrait fonctionner. Donc vraiment, il faut oser. Il faut oser, mais souvent pour pouvoir oser, et moi personnellement j'avais envie, étonnamment pour ce jeu-là, de travailler sur un design. Qu'est-ce que j'utilise moi beaucoup? C'est Canva pour faire du design. Alors vous voyez que c'est la version 4 quand même qui a déjà pas mal évolué, mais en fait j'ai travaillé autour du design. Je vous remontre un petit peu rapidement, hein. Mais on part d'une carte comme celle-ci, hein. Et de cette carte comme celle-ci, eh bien mon objectif, eh bien c'est d'évoluer vers une carte qui sera jouable où les gens vont pouvoir plus facilement se représenter différentes choses. Donc qu'est-ce que je voulais? Je voulais le nom du personnage, je voulais
montrait les endroits sur lesquels il allait pouvoir être joué. Je vous rappelle le principe de ce domino, hein. Donc les cartes sont divisées en deux, on va faire un domino, donc ça j'étais parti là-dessus. Et je voulais un effet, je voulais quelque chose de très très simple. J'avais travaillé un petit peu sur les illustrations, évidemment c'est pas mes illustrations, encore une fois, hein. On est sur du prototype, même pour du jeu de société, tant qu'il n'est pas édité, ben voilà, moi je n'ai aucune vertu commerciale à ce moment-là, je suis justement en train de travailler sur du prototype, mais je trouve que un prototype qui est un peu plus joli, ça donnera peut-être envie aux gens d'y jouer. Et là, je me fais plaisir, je pars un petit peu dans tous les sens, je note différents pouvoirs, je note un peu plein de choses. À ce moment-là, j'ai pas particulièrement testé. En fait, je m'éclate à faire un petit peu du design parce que en faisant du design, je me rends compte un petit peu de deux, trois problèmes. Ah oui, ce pouvoir-là, ça va pas fonctionner. Ah oui, il va falloir que je travaille autour de l'équilibrage de combien d'argent rapporte cette carte. Donc, il va falloir que je réfléchisse à comment je vais équilibrer les différents pouvoirs, les différents personnages, le nombre de présences de ces personnages-là. Et tout ça, c'est des questions que vous aussi, vous allez devoir vous poser dans votre jeu. Et pour tout ça, on s'arme de son carnet, on s'arme d'un fichier Excel et on commence à prendre des notes. Parce que oui, j'ai un tour de jeu, j'ai un but du jeu, j'ai une mécanique de superposition. Maintenant, il va falloir créer les cartes. Comme vous pouvez le voir, des idées de pouvoir, etc. Selon moi, c'est pas extrêmement compliqué à trouver, étant donné qu'il y a des milliers de jeux de société qui, quand vous posez une carte, effectuent une action. Donc il suffit d'aller voir dans tous ces milliers de jeux-là, des actions qui pourraient correspondre à ce que vous faites dans votre jeu. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fait. Je me suis dit, bah tiens, oui, effectivement, une action qui me permet de prendre une carte, une action qui me permet de gagner de l'argent, une action qui me permet de voler de l'argent à quelqu'un. C'est des choses qui sont connues, génériques, de manière, dans plein de jeux de société. Je les note dans mon petit carnet, je les note dans mon fichier Excel, puis ce qu'il a fallu faire, eh bien, c'est se dire, ok, cette carte-là, elle a ce pouvoir-là. Ça, c'est bien, c'est une chose. Mais ce pouvoir-là, quelle valeur je vais lui attribuer? Ça, c'était pour l'équilibrage, selon moi, dans le jeu que j'avais envie de faire. C'était comment j'équilibre ce qu'il y a au centre de ces cartes. Comment j'équilibre la valeur de cette pièce d'or. Et ce que j'ai décidé, c'est de dire qu'un pouvoir qui serait très très puissant aurait une valeur très très puissante. Ce qui fait que quand on joue la carte, on perd son argent. Je pense que vous m'avez capté. Tandis que quand on va la garder, la carte, eh ben on ne la perd pas cet argent, mais par contre on perd le pouvoir. Et donc ça va être une question de choix. Et inversement, des cartes qui auraient pas beaucoup de valeur, c'est-à-dire des cartes qui auraient des pouvoirs que je considérais nuls, eh bien, auraient une valeur aussi nulle, ce qui nous donne envie de s'en débarrasser, mais en s'en débarrassant, on fait un pouvoir qui est pas si incroyable que ça. Donc au final, ça s'équilibrait comme ça, du moins c'était les premiers tests. Donc, qu'est-ce qui se passe au final? Je me retrouve avec des cartes et avec un premier rééquilibrage. Et là, à partir de ce moment-là, on s'amuse, on imprime cette carte-ci, et puis, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester. Ben oui, les amis, je vous l'ai déjà dit, mais je vais le répéter plein de fois dans cette vidéo. On va tester. Ok, on va faire une partie. Alors, essentiellement, j'ai eu la chance de pouvoir le tester sur Tabletop Simulator, ce qui m'a permis de faire découvrir le jeu en ligne. J'avais des personnes à distance qui pouvaient jouer à ce jeu-là. Vous pouvez utiliser Tabletopia ou Tabletop Simulator, qui sont des logiciels vous permettant de mettre votre jeu de société en ligne. J'ai fait des vidéos dessus expliquant comment créer votre jeu sur ces logiciels-là, qui vous permet de faire jouer des gens. Et ça, c'est génial parce que ça m'a permis d'avoir des retours et de commencer à voir un petit peu si ça fonctionnait. Aussi, ce que j'ai énormément fait, encore une fois, eh ben, c'est j'ai joué dans ma tête, comme je disais dans la précédente vidéo, où je jouais réellement en jouant pour 2 ou 3 personnes. Je m'inventais des personnages dans ma tête en me disant, alors souvent quand moi je joue tout seul, j'aime bien faire d'abord une première partie normale, c'est-à-dire que je joue contre moi-même et je joue sans me poser plus de questions que ça. J'essaie de voir si mécaniquement les tours de jeu fonctionnent. Deuxième chose que j'aime bien faire, c'est mettre des stéréotypes à mes personnages que je vais jouer dans ma tête, c'est-à-dire que je me dis, ok, des stratégies plutôt que des stéréotypes à mon avis. Mais bref, je me dis, moi je suis le personnage qui va essayer de tout le temps jouer toutes ces cartes puissantes. Et puis inversement, je joue un autre personnage qui va tout le temps jouer des cartes faibles, pour voir un petit peu ce que ça amène comme résultat à la fin de la partie, pour voir un peu s'il y a différentes stratégies qui sont possibles dans mon jeu, ou si justement pas du tout, et qu'il y a une stratégie qui se dégage qu'il faut tout le temps faire. Ce qui pourrait poser problème, parce que s'il y a une stratégie qui est tout le temps la meilleure à prendre, bon, au final, on a un jeu de société, ça oui, mais peut-être pas un jeu de société qui va proposer des émotions, des choix stratégiques, des souvenirs, alors que c'est un objectif normalement dans un jeu de société. Personnellement, j'ai envie que ça provoque quelque chose et pas juste t'as joué des cartes mécaniquement sans comprendre ce qu'elles faisaient ou sans avoir de stratégie, parce qu'en fait la stratégie elle est tellement poussée et tellement ouverte que t'as pas le choix, tu fais ça. Et alors du coup, on revient.
qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a fait nos premiers tests? Il se passe qu'on a des résultats, on a des notes, on a posé des questions, on a essayé de poser des questions en mode tiens, est-ce que tu as ressenti tel type d'émotion? Ou alors moi je posais beaucoup des questions autour du est-ce que tu trouves que ce personnage-là, par exemple le brigand qui a l'effet prendre, est-ce qu'il est plus fort que l'effet ajouté du roi ou de l'or? Je demandais aux gens de classer un petit peu les différents effets en leur demandant quel est le plus puissant pour toi, quel est le moins puissant pour toi, quel est le pouvoir que tu changerais, combien d'or tu mettrais sur cette carte, toi, si tu avais la possibilité. Ce qui permettait, encore une fois, d'affiner. Ce qui nous a mené à un deuxième exemple, et hop, vous voyez, qu'est-ce qu'on a fait ensuite? On a fait des petites modifications. Il y a eu une première modification assez rapide qui permettait plus une ergonomie de se rappeler qu'en fin de tour, il fallait rajouter une petite pièce d'or sur cette carte-là, alors que précédemment, il n'y avait pas. C'est des légers détails, mais c'est dans ces légers détails-là qu'on va commencer à affiner notre jeu et à, entre guillemets, affiner notre prototype pour l'amener de plus en plus vers un jeu de société. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On retourne au charbon. Et oui, on est reparti pour tester. On a fait quelques modifications. Essayez d'en faire assez peu, s'il vous plaît. En tout cas, c'est mon conseil que je vous donne. Faites-en assez peu parce que moins vous faites de modifications, plus vous pouvez vérifier si cette modification amène quelque chose de positif au jeu ou non. On a fait peut-être un nouveau design. Parfois, il faut réimprimer ces cartes. Effectivement, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Moi, ici, dans le jeu-là, j'avais envie de faire des jolies cartes. Donc, en fait, souvent, je barrais, je réimprimais et je remettais par-dessus avec des sleeves. Ça, c'est à vous de décider un petit peu comment vous avez envie de tester votre jeu. Ou encore une fois, moi, je le testais en ligne. Donc, je mettais à jour mes cartes en ligne, ce qui allait beaucoup plus facile. C'était beaucoup plus facile et j'imprimais quasi pas de cartes. Donc, ça, c'était vraiment génial. Et on est reparti pour une autre phase de test, et une autre phase de test, et une autre phase de test, aller récupérer des retours pour tout doucement commencer à, là c'est hyper important, je vous ai parlé d'un tour de jeu, je vous ai parlé d'un but du jeu, va falloir commencer tout doucement à écrire des règles de jeu. Encore une fois, moi je vous parle de ma manière un petit peu de travailler, où je travaille et je processe beaucoup dans ma tête, je prends énormément de notes à gauche, à droite, un petit peu dans tous les sens, et je teste énormément avant d'arriver à de la rédaction complète de règles de jeu. Parce qu'en fait, la rédaction complète de règles de jeu, personnellement, elle se fait beaucoup dans ma tête, beaucoup dans mes notes, en mode tour de jeu, tiens, on va essayer ça, tiens, on va essayer ça, tiens, on va essayer ça. Il y a d'autres personnes qui créent des jeux de société qui passent tout de suite par l'écriture de la règle de jeu et qui la modifient au fur et à mesure. Encore une fois, il n'y a pas une seule manière de créer un jeu de société, il y en a des milliers différentes. Moi, je vous parle un petit peu de cette aventure autour de Gobelins des Bois et de comment ça s'est passé. Et donc voilà, on rentre dans de l'écriture de règles parce que c'est important de mettre un peu d'écriture dans ces règles. Ça se dit pas, mais vous avez compris. Alors, pour écrire des règles de jeu, il y a plein de gens qui m'ont posé des questions. Comment est-ce qu'on écrit des règles de jeu? Voilà un petit peu comment moi je me base. J'ai un fichier de base qui est vierge, sur lequel il y a quoi? Il y a but du jeu. Souvent, moi, j'aime bien mettre une petite histoire. But du jeu, j'aime bien commencer des règles par ça. C'est quoi le but du jeu? Ensuite, le matériel, ça c'est souvent pour un éditeur, mais même pour moi, me rendre compte. Une mise en place. Tiens, comment est-ce qu'on met en place? Et souvent, ben moi, je mets une mise en place assez rapide. Mélangez les cartes, mettez-les au centre de la table, ce genre de choses. Puis, personnellement, j'aime bien expliquer un tour de jeu globalement avec point 1, point 2, point 3. Et ensuite, eh bien, justement, expliquer ce tour de jeu qui était le joueur actif, il va piocher une carte. Bon, ça, je me dis, j'ai pas besoin d'expliquer le fait que tu pioches une carte. Parfois il faudrait, hein. Parce que là c'était des règles de prototype, donc je considérais que les gens qui allaient jouer comprendraient bien ce que j'expliquais par piocher une carte. Dans des règles de jeu éditables, souvent il va falloir expliquer que la phase 1 c'est piocher une carte dans le paquet central qui va ensuite dans votre main parce qu'il y a des gens qui vont pas toujours comprendre ce que vous avez clairement compris. Ensuite expliquer par exemple le point 2 qui était jouer une carte. Et là j'explique toute la situation de tiens ben voilà comment est-ce qu'on peut superposer une carte, voilà pourquoi tu peux pas la jouer à tel endroit, tu peux la jouer à l'envers, les petites exceptions. Puis ensuite on arrive sur une fin de partie, quelques cas particuliers, l'explication des effets des différentes cartes, c'était le plus important parce que moi j'ai un jeu de cartes à effets, donc là c'est hyper important d'expliquer les différents effets de cartes, et j'avais même décidé de faire un petit schéma de superposition qui était possible, étant donné qu'à ce moment-là dans le jeu, il y avait différentes superpositions qui étaient interdites et différentes superpositions qui étaient possibles. Mais voilà, avec ça globalement, si vous respectez cette structure-là, quand vous écrivez vos règles de jeu, normalement vous devriez avoir un petit peu de tout. Je répète rapidement, hein, mais le but du jeu, le matériel, la mise en place, un tour de jeu, une explication des phases de jeu, à vous de voir à quel point votre jeu est complexe ou pas, une fin de partie, des cas particuliers, une explication des effets, mais ça va dépendre de votre jeu, mais là on va un peu plus loin dans l'explication de quelque chose que vous avez expliqué peut-être plus globalement précédemment, un schéma ou des schémas de mise en place ou ce genre de choses, c'est toujours génial, et vous avez vos règles de jeu. Bon, j'ai mes règles de jeu,
J'ai testé pas mal de fois, je reteste encore une fois, hein, je continue à le répéter, je reteste en posant des questions, en essayant d'aller analyser, tiens, qui est-ce qui a gagné, on va faire 5 ou 10 parties d'affilée, on va voir combien de fois cette carte-là elle a été jouée, combien de fois cette carte-là elle a été jouée, je vais poser des questions même parfois en plein milieu de la partie, on va changer les règles parfois en milieu de la partie. Moi j'aime bien vraiment brainstormer presque en jouant physiquement ou numériquement parlant à distance. Et là à ce moment-là, il y a quelque chose qui me dérange. Je vous remontre parce que je pense que c'est important que vous puissiez redécouvrir ce que je voulais dire. Donc je fais une petite pause. Voilà, voilà. On a ces cartes-ci. Et à ce moment-ci dans le jeu, ce qui est bizarre, c'est que le brigand, il peut se superposer sur du jaune ou sur du vert. Et pourtant, lui, a la couleur rouge. Et alors là, vous êtes en train d'être perdu, normalement, ou en tout cas je l'espère, parce que effectivement, c'était complexe. Ça me perturbait, pas moi personnellement, mais ça perturbait pas mal de gens autour de moi qui jouaient à ce jeu et qui arrivaient pas à comprendre que le brigand, il se superposait sur du jaune, alors qu'il était de couleur rouge, mais en fait, il est de couleur rouge, mais il a des petits fanions de couleur jaune et de couleur verte qui peuvent être superposés. Surtout de cette manière-là, où en fait, il y avait un problème avec, il y avait tellement de couleurs que j'avais beaucoup de retours de joueurs qui me disaient ah, je comprends pas très bien, et pourtant il y avait que 8 effets, donc, et en plus que 4 couleurs différentes. Donc moi j'étais en mode avec 4 couleurs différentes. Au bout de la deuxième ou de la troisième partie, les gens, ils avaient capté. Ça, c'est clair et net. Ils avaient capté, parfois ils avaient encore des bugs, mais ça fonctionnait. Problématique, personnellement pour moi, c'est que je voulais un jeu familial, un jeu d'affrontement familial, mais je voulais un jeu de familial. Et pour moi, le côté familial, c'est que dès la première partie, tu arrives à rentrer dans le jeu, il faut que ce soit intuitif, il faut que tu aies compris, il faut que tu mettes des stratégies en place. Peut-être que tu vas perdre parce que tu vas dire, ah, cette stratégie-là, c'était pas la bonne, d'accord. Mais il faut pas que la personne à la fin de la partie, elle ait passé son temps à regarder les règles de jeu ou passer son temps à essayer de comprendre ce qu'elle avait le droit ou non de jouer. Je voulais créer quelque chose d'intuitif. Créer de l'intuitivité, c'est vraiment pas facile. Et donc, moi, je suis parti un petit peu sur cette perspective, cette recherche de comment je peux créer de l'intuitivité dans un jeu que je veux intuitif, vous avez compris. Et je l'ai travaillé autour du design des cartes. Et donc là, on reprend une page blanche, hein, et c'est reparti. On retravaille un petit peu. Alors moi, j'aime bien commencer d'abord par mon fond. J'ai retravaillé un petit peu le fond. J'avais envie de faire des choses un petit peu différentes. Je reprenais un petit peu mes différentes images. Et puis pouf, vous voyez que là, j'ai retravaillé complètement la structure de la carte. Parce que d'après les retours, j'étais en train de me dire, ok, je vais travailler la structure différemment. Et en travaillant cette structure-là, voilà, j'ai recréé mes personnages. J'ai changé aussi la couleur des personnages. J'ai travaillé l'équilibrage. J'ai travaillé les différents pouvoirs. J'ai vraiment énormément essayé de bosser un petit peu sur cette proposition-là en me disant, ok, là j'ai quelque chose qui est vraiment, vraiment bien, qui est vraiment joli. Personnellement, c'est bizarre, mais même quand je la re-regarde maintenant, je me dis, ah purée, elle était quand même stylée cette version-là. À vous de me dire dans les commentaires, hein. Mais j'aime vraiment bien cette version-ci. Donc je me suis dit, ok, let's go, cette version-là, une fois que je l'avais retravaillée, c'est le moment de bien la réimprimer pour la faire tester. Et donc, nous voilà avec les cartes imprimées et je vais essayer de vous montrer ce que j'avais voulu essayer de faire. Alors, regardez bien. Vous avez vos petits fanions, jaune et vert, c'est l'endroit où je peux aller les mettre. Et donc, en fait, quand je superpose ma carte, tac, 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 regardez un petit peu, le fanion jaune, il vient se coller, tac, 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 vous voyez, il vient remplacer. Je remonte un petit peu, je me positionne sur du jaune, et en fait, je fais la continuité de cette petite flèche-là. Et donc ça, moi je me suis dit, ah c'est génial, et je vais le positionner, et une fois que ça c'est fait, et voilà, maintenant on peut jouer sur du bleu ou sur du jaune. Qu'est-ce qu'on a le droit de jouer sur du bleu? Par exemple, on a le droit de jouer cette carte-ci, ou on pourrait jouer celle-ci, et même chose, pouf, on va les superposer, et hop, et on va ainsi de suite jouer dans la partie. Ce qui est très très cool avec cette version-là, c'est que j'ai pu faire pas mal de modifications, j'ai pu faire encore pas mal de tests, et encore une fois, obtenir des retours de joueurs, de joueuses qui m'ont permis de réfléchir à amener de plus en plus ce jeu vers un jeu de société. Bon, et c'est là qu'on arrive, tout doucement Gobelin des Bois, mais surtout à un gros changement qui a été effectué. Il va pas vous paraître complexe et dingue quand moi je vais vous l'expliquer, mais je peux vous assurer qu'il est complexe. Je vais essayer de l'expliquer différemment. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on avait toujours ce problème de contre-intuitivité de couleurs. Il y avait trop de couleurs sur une carte. Et en fait, ça c'est un conseil que j'aimerais essayer de donner aux gens, c'est de ne pas avoir peur, parfois, de faire un énorme pas en arrière sur votre jeu de société, sur ce que vous avez pensé qui est bien, parce qu'en fait, parfois, moi, dans Gobelin des Bois, complètement, je me suis parfois enfoncé dans cette ligne-là j'étais convaincu que ça fonctionnait. Pourquoi j'étais convaincu que ça fonctionnait? Parce qu'en fait, ça faisait des centaines d'heures que j'avais joué au jeu, c'est moi qui ai écrit les règles du jeu, et donc en fait, c'est logique que pour moi, ça fonctionne, cette mécanique-là, et que, en fait, mais enfin, c'est super logique, arrêtez, c'est pas compliqué. Mais en fait, si, ça peut complètement être compliqué pour quelqu'un qui a jamais joué au jeu, qui connaît pas les règles du jeu plus que ça, qui se les a fait expliquer. Moi, j'ai créé ce jeu. Et donc, en fait, à un moment ou à un autre, il faut être capable
peut-être, et c'est dur, hein, je peux le comprendre, de mettre son ego de côté et de se dire, ok, moi, mon avis, il est biaisé. Mon avis, en tant qu'auteur de ce jeu, il est complètement biaisé. Ce qui est hyper important, c'est l'avis de personnes qui découvrent le jeu, c'est l'avis de personnes qui ont joué 2, 3 ou 4 fois et qui à chaque fois te donnent le même retour, où tu le vois, moi. Moi, j'analyse beaucoup le non-verbal quand je joue physiquement avec les gens, et tu le vois que ça bug et que ça marche pas. Et là, il faut être capable de se dire, ok, stop. On annule tout ce qu'on faisait là, et on change ça, et on change les règles du jeu, et on le transforme en quelque chose de meilleur, tout en gardant l'essence même du jeu. On garde des cartes qu'il faut superposer, ça c'est hyper important pour moi, en tout cas recouvrir, comme on pourrait dire. Ça c'est cette idée domino, on la garde, le but du jeu on le garde, le tour de jeu on le garde. En fait tout ça on va garder. Mais simplement, la grosse chose qu'on a changé, eh ben, c'est la règle du jeu de superposition. Il s'avérait qu'en fait, statistiquement parlant, moi j'avais fait des calculs statistiques de qui peut se superposer sur quoi, et donc quel impact ça avait sur le pouvoir de la carte, mais surtout sur le score de la carte qu'elle pouvait apporter. Donc vous imaginez vraiment, il y avait tout qui était hyper logique dans ma tête, et en faisant cet énorme pas en arrière, en me disant, mais pourquoi on ferait pas vraiment presque comme un domino, c'est-à-dire que la couleur peut se superposer sur cette même couleur. Point à la ligne. Le bleu se superpose sur du bleu. Le rouge se superpose sur du rouge. Là, vous me dites, bah oui, c'est complètement logique. Pour moi, ça l'était pas. Et donc, j'ai mea culpa. J'ai avoué mon erreur, presque en mode, bah oui. Et puis après, moi, j'ai réfléchi, je me dis, pourquoi est-ce que j'avais fait ça? Pourquoi est-ce que j'avais mis ça en place? Et en regardant, etc., j'ai vu que j'avais fait un certain équilibrage par rapport à ces superpositions de couleurs. Et je me suis dit, est-ce que c'est possible de retravailler cet équilibrage? Et c'était complètement possible parce qu'il y avait le même nombre de cartes dans chacune des couleurs qui avaient la même possibilité de se superposer dans le même nombre de cartes. Alors c'est pas clair ce que je vous raconte, mais pour faire simple, je pouvais totalement modifier cette règle-là sans devoir modifier tout mon équilibrage des cartes. Et là j'étais, ok, mais en fait je suis juste bête, on va essayer, on va voir. On a fait franchement je crois, dès la première partie ça a fonctionné. Mais même après j'ai fait tester encore à une dizaine de personnes autour de moi en mode, attends je veux vraiment vérifier, c'est si simple que ça fonctionne. Purée, qu'est-ce que ça fonctionnait super bien. Et j'étais en mode, ben voilà, petit conseil parfois. Écoutez les conseils qu'on vous donne, ça veut pas dire tous les prendre, ça veut pas dire tous les appliquer. Parfois, il y a des mauvais conseils, parfois, il y a des conseils qu'on vous donne, mais que vous avez pas envie d'intégrer. Mais parfois, il faut être capable de faire cet énorme retour en arrière, de se dire, ah, ça fait quand même plusieurs fois qu'on me dit ça. Moi, je comprends pas le problème, mais je vais écouter les gens, je vais réfléchir en mode, je vais réfléchir par rapport à leur réflexion, par rapport à leurs conseils et voir si je peux pas modifier quelque chose. Et c'était le cas. C'était le cas. Je pouvais complètement modifier quelque chose sans modifier mon jeu. Ce qui nous a amené tout doucement à Gobelins des Bois, à la version finale. Non, on n'y est pas encore. On était dans la version jeu de société. Donc là, comment est-ce qu'on va clôturer cette vidéo? Eh bien, on va clôturer cette vidéo par le fait que j'ai donc mon prototype qui a été remodifié. Vous avez vu qu'on a fait plusieurs itérations. J'ai testé beaucoup. On a écrit les règles de jeu. On a nos règles de jeu. On l'a fait tester. On a modifié. On a nos règles de jeu. On a fait tester. On a modifié. Et ce cycle-là, j'arrête pas de le dire parce que c'est pas en un jour que ça se fait ce jeu. Ça, c'est parfois un travail d'1 an, parfois un travail de 10 ans, parfois un travail d'1 mois. Ça va dépendre des gens. Et ici, sur Gobelins des Bois, c'est plus d'1 an de travail complet autour de ces tests de temps en temps. Et quand je dis 1 an, c'est pas tous les jours j'y joue, hein. Mais fréquemment, au moins une fois par semaine ou 2 fois par semaine, on va jouer au jeu, on va faire une partie, je vais le faire redécouvrir à quelqu'un, je vais faire lire les règles à quelqu'un, lui demander d'y jouer, de me faire un retour. Enfin, il y a plein de manières de faire tester vos jeux. Je ferai peut-être une vidéo consacrée à comment avoir des bons tests de jeux de société, ou en tout cas selon moi, des bons feedbacks, ça pourrait peut-être vous intéresser. Dites-moi dans les commentaires encore une fois si ça vous intéresse. Et puis ben voilà, on a notre jeu de société, va falloir trouver un éditeur, ce sera la prochaine vidéo. Comment passer du jeu de société à l'édition, avec l'histoire de Gobelins des Bois. Bon, je vous l'ai spoilé un petit peu, mais la finalité de Gobelins des Bois, c'est que j'ai décidé de me lancer en tant qu'éditeur carrément du jeu, donc je vais vous parler dans la prochaine vidéo de tout le monde de l'édition que là je découvre complètement, autant le monde de l'autorat je connaissais déjà, autant le monde de l'édition je connaissais absolument pas. Encore une fois, mettez des petits commentaires, dites-moi à quel point ça a pu vous être utile cette vidéo, posez des questions, et sur ces belles paroles, je vous souhaite une belle création. Bisous, bye bye.